Les contenus aspirés, les contenus générés par les intelligences artificielles posent des nouvelles questions de droit. Ce sera notre grand sujet à la une aujourd'hui dans Smart Tech. Ensuite, deuxième partie, on s'intéressera à la blockchain. Blockchain peut être la nouvelle arme anti-fake news. Et puis on fera le portrait, on dressera le portrait également d'une femme entrepreneur dans la tech avec Olivia Strigari que nous aurons à distance. Mais d'abord, je vous propose de découvrir une application qui souhaite aider les parents et les enfants à mieux gérer le temps d'écran. Comment ça marche? On en parle tout de suite dans l'interview. Avec ces intelligences artificielles qui se mêlent de création, peut-on parler d'œuvres générées par des IA? Peut-on parler de création même artistique? Quelles sont les questions qui se posent autour de ces IA génératives et du droit d'auteur, de la protection des données personnelles, le droit des personnes? On en parle aujourd'hui. Dans Smart Tech sera notre grand sujet à la une avec Christiane Ferral-Schul. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau. Avocate associée fondatrice du cabinet Ferral, et Jean-Louis Fréchin, fondateur de nodesign.net. Donc on a sur cette question à la fois un regard juridique et créatif, bien évidemment. D'abord, je vous propose de découvrir une application. C'est une application qui veut casser tous les codes du contrôle parental. C'est ce que vous nous dites, Grégoire Thomas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et CEO de Monsieur Arthur, ou Mister Arthur, je ne sais pas comment vous l'appelez. Alors pour les Français, c'est plutôt Monsieur Arthur, et pour les Américains, c'est Mister Arthur. Donc vous êtes sur un marché international tout de suite? Absolument, ouais. Alors, Monsieur Arthur, puisque nous sommes en France, aide les enfants à comprendre qu'ils passent trop de temps d'écran, vous nous dites. Mais est-ce qu'ils n'en sont pas déjà bien conscients, les enfants, quand ils font ça? Alors oui, absolument. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est intéressant, c'est que 7 enfants sur 10 reconnaissent qu'ils passent trop de temps sur des écrans. Donc c'est une donnée qui est plutôt positive et qui encourage au changement. Oui, mais donc s'ils en sont conscients et qu'ils ne font rien contre? Alors le problème, c'est que je pense qu'on est... C'est-à-dire que la sensibilisation seule ne suffit pas. C'est ça, absolument. Il faut des outils. Je pense qu'on est tous dans le même bateau, hein, parents comme enfants. On se rend compte que c'est pas toujours très simple de gérer son temps d'écran. Donc c'est pour ça qu'on a voulu créer une application de contrôle parental qui soit positive, qui soit pas une punition en fait pour les enfants, et donc qui implique au maximum l'enfant dans le processus. Donc en fait, Mister Arthur, c'est un gentil robot qui est le médiateur, le tiers de confiance entre parents et enfants, pour que tout le monde se mette d'accord sur un programme d'assainissement du temps d'écran. Donc gentil robot, donc il y a une intelligence artificielle, c'est ça dans l'application, qui va aider l'enfant à mieux gérer son temps d'écran. Comment ça fonctionne? Quelles sont ses recommandations? Qu'est-ce qu'il analyse dans les activités de l'enfant sur son écran? Alors absolument, en fait, c'est une intelligence artificielle, on peut l'appeler comme ça, parce qu'on récupère des données des parents, donc on établit un bilan de consommation de l'enfant pour proposer en fait des programmes personnalisés. Ce que vous dites, vous récupérez les données des parents, c'est-à-dire c'est les parents qui remplissent un questionnaire. Exactement. Voilà, exactement. Il y a un petit questionnaire au début du parcours de l'application pour comprendre en fait la manière dont consomme l'enfant, parce que chaque enfant en fait a sa propre consommation. Bon, généralement, il fait trop d'écran et il passe du temps sur des contenus peu enrichissants, et c'est là-dessus qu'on essaye de les accompagner. Et ensuite, le principe, c'est que les enfants doivent passer du temps sur du contenu intelligent, donc des applications éducatives, pour débloquer du temps sur leurs applications préférées, type YouTube, jeux vidéo, etc. Donc l'objectif, c'est évidemment de réduire le temps d'écran total, mais bien aussi... C'est un peu un chantage, c'est-à-dire si tu passes pas du temps à réviser tes maths sur ton téléphone, tu ne pourras pas jouer à ton jeu préféré, c'est ça? En fait, l'objectif, c'est de leur montrer que le temps est précieux. Et en général, quand on travaille, on se rend compte, je pense qu'on s'en rend tous compte ici, que quand on travaille, le temps est précieux. Donc effectivement, l'objectif, c'est aussi qu'ils apprennent des choses, des langues. Par exemple, j'ai eu une maman il y a quelques jours au téléphone, sa fille est passionnée de manga. Bon, très bien. Et en fait, du coup, elle apprend le japonais. En fait, chaque jour, elle passe 30 minutes sur une application de langue qui s'appelle Duolingo, et elle apprend le japonais. Donc voilà, le sujet du contenu, c'est vraiment un sujet important. Ce que vous dites, c'est que le problème, c'est pas tellement l'écran et le temps qu'on passe devant, c'est ce qu'on en fait.
Alors, je pense que les deux sont importants. Certains enfants ont vraiment une consommation très excessive. On parle de 4 à 5 heures par jour, entre 8 et 12 ans en moyenne. Donc ça, c'est pas bon pour le développement. Il faut bouger, il faut faire du sport, il faut voir ses amis. Mais ce qui est clair, c'est que quand on passe plusieurs heures de toute façon sur un écran chaque jour, il faut en tirer le meilleur. Donc ça, c'est vraiment la mission de Mister Arthur, c'est d'offrir des contenus intelligents aux enfants. Et alors, il y a un jeu de médiation entre les parents et les enfants. Absolument. Comment ça se passe ? Alors comment ça se passe ? C'est très simple, en fait, c'est qu'on encourage les enfants à proposer d'eux-mêmes de réduire leur temps d'écran et d'introduire du temps éducatif. Et ensuite, il y a un petit jeu de qui se fait, de négociation entre parents et enfants qui se fait avec les suggestions de Mister Arthur. C'est-à-dire qu'on va montrer véritablement aux parents, en fait, ce qui serait bon pour leur enfant, et on va aussi montrer aux enfants ce qui serait bon pour eux en fonction de leur consommation. Et à la fin, les parents et les enfants se mettent d'accord, ça fonctionne très bien. Et en fait, on constate que, d'ailleurs, c'est même plutôt une bonne surprise, c'est que les enfants apprécient notre application. Et je crois qu'aujourd'hui, aucune application de contrôle parental ne peut en dire autant. Les enfants nous mettent des bonnes notes sur l'Apple Store, sur l'App Store. Donc ça, c'est vraiment une... Vous êtes sûr que ce sont les enfants qui notent l'application ? Alors les deux. Et d'ailleurs, c'est pour ça souvent que dans les applications de contrôle parental classiques, on voit des très bonnes notes qui sont laissées par les parents et des très mauvaises notes qui sont laissées par les enfants. Mais nous, on se rend compte que voilà, les enfants, en fait, aiment apprendre sur des écrans des langues, comme je vous disais, parfois par passion. Mais là, vous nous dites, donc j'ai créé un mini-jeu de médiation entre parents-enfants. Ça veut dire qu'il y a un problème de communication sur ce sujet. Qu'est-ce qui est si compliqué dans la relation parent-enfant sur le sujet des écrans ? Complètement. Alors, parce qu'en même temps, on partage exactement la même problématique aussi. Adultes, enfants, on a le même souci devant les écrans. Absolument. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est difficile de communiquer avec nos enfants. C'est qu'il y a un problème de légitimité à imposer des règles strictes. Et je pense que les parents... Et ne pas montrer l'exemple, c'est ça ? Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'on a besoin d'un tiers de confiance pour justement réétablir une communication saine entre parents et enfants sur ce sujet. Parce qu'encore une fois, on est tous dans le même bateau, donc il ne s'agit pas d'infantiliser les enfants, même si voilà, ils sont des enfants, mais ils doivent apprendre en fait à gérer leur temps d'écran. Et cet outil est là pour ça. Ça peut même se substituer aux parents ? Non, je pense pas, parce qu'il y aura toujours besoin de la gestion du temps d'écran. Non, il y aura toujours besoin des parents, en fait. C'est vraiment... c'est pour ça qu'on se dit tiers de confiance, on ne veut pas remplacer les parents. C'est très important, en fait, qu'il y ait une communication. Il y a aussi certains parents qui n'ont pas envie de s'en occuper. Hein. C'est sûr. Mais cela dit, ceux qui téléchargent notre application, en général, c'est des parents qui sont conscients, qui veulent bien faire et qui ont décidé d'adresser le problème, parce que c'est un problème dans de nombreux foyers. C'est le deuxième sujet. Avoir un nouvel outil de négociation, quoi. Voilà, c'est pas rentrer dans le conflit. C'est ça. Pour éviter le conflit, c'est le deuxième sujet de dispute dans les foyers. Donc c'est vraiment très problématique. Et voilà, les chiffres de consommation des écrans sont stratosphériques chaque année. Quels sont-ils alors ? Alors entre 8 et 12 ans, c'est 4h30 par jour. Et entre 12 et 17 ans, c'est 7h30 par jour d'écran. Qu'est-ce qu'on comptabilise comme écran ? Alors là, c'est uniquement le temps de divertissement. On ne compte pas le temps, par exemple, lié aux recherches. Non, mais comme écran, c'est le smartphone. C'est tous les écrans confondus. La tablette, l'ordinateur. Ordinateur. On compte la télé ou pas ? Ouais, on compte la télé, mais sauf qu'il y a de moins en moins de télé, il y a de plus en plus de smartphones. En fait, on se rend compte que la consommation des écrans se concentre essentiellement maintenant sur le smartphone. Il y a encore un petit peu la Nintendo Switch, par exemple, tout ce qui est console de jeux vidéo. Mais c'est de plus en plus, les enfants jouent sur leur téléphone aussi. Et vous dites que vous montrez aussi aux enfants tout ce qu'ils perdent pendant son temps d'écran. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous donnez comme exemple ? En fait, justement, dans son onboarding, quand on lui explique comment ça va se passer, on lui montre en fait ce que ça représente sur un an. Et on lui montre aussi ce qu'il peut gagner comme temps en dehors des écrans pour s'amuser, faire un match de foot, faire du vélo, voir ses copains. Et en fait, on se rend compte que le temps se cumule et c'est impressionnant. C'est-à-dire que si on réduit le temps d'écran chaque jour de 40 minutes, à la fin de l'année, c'est 18 journées en dehors des écrans en plus. Ouais. Donc c'est colossal. Et donc si
De la même manière, si mais on Mister passe, Arthur, Monsieur Arthur, donc ça marcherait très bien aussi avec des adultes, non? Oui, alors un jour, on accompagnera toute la famille. C'est notre grand rêve, c'est d'accompagner toute la famille dans la gestion des temps d'écran. Absolument. Et moi, j'ai plein d'amis qui me parlent de leurs problèmes presque d'addiction à certaines applications comme Instagram, etc. Donc je pense qu'encore une fois, on est tous dans le même bateau. Et évidemment, il y a matière à accompagner aussi les adultes sur ce sujet. Alors, on ne le fait pas encore parce que notre priorité, ce qui nous tient à cœur, là, aujourd'hui, c'est d'accompagner les enfants. Il nous semble que c'est un sujet qui est vraiment urgent. Hein. C'est un sujet qui nous est tous très personnel dans la société. Donc, Mais là où il y a une petite difficulté, à mon avis, c'est cette négociation avec presque une obligation à aller sur des applications éducative, mais ludique. Mais enfin, jouer, c'est jouer. Apprendre, c'est apprendre. C'est un peu une vue de l'esprit des adultes, ça, se dire on va les faire jouer à apprendre des trucs. Alors, ça fonctionne vraiment, ça? Ça fonctionne très très bien. En fait, il y a de nombreuses études scientifiques qui démontrent les bienfaits en fait de l'apprentissage gamifié, c'est-à-dire d'apprendre par le jeu. Et en fait, ces applications éducatives démontrent des résultats qui sont très impressionnants. Par exemple, 120 heures d'apprentissage. 120 heures, en fait, c'est pas beaucoup, c'est 6 mois sur notre application à apprendre des langues sur Duolingo, par exemple. Et en fait, ça représente 1 an de fac de langue, d'études supérieures, en termes d'apprentissage. Donc, y a bien, pour nous, il y a bien une consommation numérique qui peut être intelligente et saine. Et je crois que c'est ça qu'il faut montrer et apprendre aux enfants. Aujourd'hui, toute la connaissance du monde est disponible gratuitement sur Internet. Et en fait, les enfants scrollent. Hein, c'est-à-dire qu'on a remplacé la zappette, la télécommande par le scroll. Et les algorithmes des plateformes favorisent une consommation passive, répétitive sur 2-3 thématiques, tout ça encouragé par les algorithmes des plateformes. Et nous, on veut on veut que l'enfant soit actif, on veut qu'il apprenne, qu'il découvre, et on veut lui montrer que voilà, Internet, le digital, c'est la caverne de l'humain. Et ça peut peut-être permettre de faire un peu d'éducation des parents pour leur dire aussi, les écrans, c'est pas que du mauvais. Absolument. Ça peut être intéressant. Juste, est-ce que vous avez déjà des premiers résultats? Est-ce que vous voyez les durées de temps d'écran baisser auprès des enfants qui utilisent l'application? Oui, tout à fait. De combien? Alors, en moyenne, nos utilisateurs baissent leur temps d'écran de plus de 40 minutes, de 42 minutes exactement, chaque jour. Par jour? Par jour. Donc, par exemple, s'ils étaient à 3 heures, ils vont se retrouver à 2h20 d'écran par jour. Et sur ces 2h20, ils arrivent à introduire 37 minutes de temps éducatif, donc près de 40 minutes de temps éducatif d'apprentissage. Mais ça s'inscrit sur la durée, ça? Combien de temps sont utilisés ces types d'applications? Alors, on a sorti l'application en janvier et nos premiers utilisateurs sont encore inscrits. Donc, on voit que ça tient dans le temps. Eh ben, génial. Donc on espère que dans 2 ans, ils seront encore là. Une remarque ou une question peut-être Alors moi, Jean-Louis, je trouve ça Christiane fascinant et je pense qu'il faudrait généraliser ça aux adultes également parce que nous sommes tous pareils, effectivement, vous l'avez dit, mais il faudrait vraiment généraliser. Ouais. Après, il faut trouver les bonnes armes de négociation, en fait. Hein. Il faut que l'IA soit très, très intelligente pour nous faire basculer sur des contenus pertinents et pas trop abrutissants. Merci beaucoup, Grégoire Thomas, cofondateur de Mister ou Monsieur Arthur, comme vous voulez. Donc, l'app qui nous aide à mieux gérer notre temps d'écran et surtout qui aide à faire la médiation avec les enfants sur ce sujet. Tout de suite, on enchaîne avec notre talk. On va parler des IA et des questions de droit qu'elles posent. Comment répondre aux problématiques de propriété intellectuelle, d'utilisation, d'exploitation commerciale des œuvres générées par des IA et des contenus aussi qui sont aspirés par ces IA génératives? On en parle avec Maître Ferral Schul, avocate, associée fondatrice du cabinet Ferral, cabinet qui est considéré comme incontournable dans le droit de l'informatique et des nouvelles technologies de l'Internet. Vous êtes leader en propriété intellectuelle selon les principaux guides juridiques. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau pour adresser justement toutes ces problématiques juridiques autour des IA génératives plus particulièrement. Avec vous sur ce débat, Jean-Louis Fréchin, vous êtes le fondateur de nodesign.net, agence de design et d'innovation, là aussi reconnue comme vraiment experte dans ce domaine de l'innovation et des nouveaux produits, des interfaces, des objets connectés, des data et aussi du design urbain. Vous êtes un
pionnier de la création numérique, notamment à l'époque des CD-ROM culturels en France. Vous avez piloté d'ambitieux projets chez Montparnasse Multimédia. J'avais eu l'occasion d'ailleurs de m'y intéresser de près. Et restez avec nous en plateau Grégoire Thomas, cofondateur, CEO de Mister Arthur. Vous avez parlé avec nous de cette nouvelle façon de gérer le temps d'écran grâce à des intelligences artificielles. Vous pouvez participer évidemment également à ce débat. Alors, je voulais vous faire réagir à une citation de Luc Julia, une phrase d'ailleurs qu'il a prononcée en plateau dans Smart Tech il n'y a pas très longtemps quand je l'ai invité. Il nous a dit « La bonne nouvelle, en fait, c'est qu'on appelle ces IA des IA génératives et non créatives. » Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même une once de créativité dans ces intelligences artificielles génératives ? Jean-Louis Fréchin. Il y a en tout cas une matière préexistante créative, puisque elles sont basées sur des immenses bases de données regroupées à cet effet. Donc, je dis souvent, avec d'autres, que ce sont des perroquets stochastiques. Donc oui, il y a des éléments de création. La transformation d'éléments de création en autre chose n'est pas forcément de la création. Mais je comprends Luc Julia défendre son business. Moi, je vais défendre le mien. J'ai quand même un petit peu d'interrogation sur, en tout cas, une couche des métiers et des usages de ces images générées automatiquement. Christiane Ferrachou, est-ce qu'on peut citer des exemples aujourd'hui qui nous montrent que ces IA génératives s'immiscent véritablement dans ce sujet de la création ? Alors oui, il y a plusieurs exemples, mais qui ne sont pas forcément récents. Si le sujet de l'intelligence artificielle et de la création remonte pratiquement aux années 2010 maintenant. Donc vous vous souvenez tous de tout le bruit qui avait été fait autour de cet autoportrait du singe Naruto qui donc la question déjà se posait de savoir qui était le créateur. Et en fait, c'était le début de ces questions-là. Donc on a vu aussi des IA peindre à la manière de Rembrandt, de Van Gogh. On a vu avant même les IA génératives. Ouais. On voit se généraliser des sites qui proposent des créations et on a plusieurs prix qui ont été décernés même récemment pour des œuvres d'art auto-générées. Oui. On a des œuvres, des romans qui ont reçu des prix ou en tous les cas qui ont été considérés comme étant des œuvres de création. On a même la une du magazine Cosmopolitan qui a été entièrement générée à partir de quelques mots-clés qui décrivaient finalement quelle était la couverture attendue et on a vu cette création se généraliser. On a des œuvres artistiques puisque vous avez des producteurs qui s'appuient entièrement sur des avatars et l'intelligence donc artificielle pour la création de musique. Donc aujourd'hui, c'est généralisé. Mais est-ce que toutes ces créations ont un statut d'œuvre au sens juridique du terme, c'est-à-dire qu'on peut protéger? Alors, c'est la grande question actuelle. Et en fait, pour donner une réponse simple, vous avez soit une création complètement générée par l'intelligence artificielle. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui, elle-même, va aller, à partir des bases de données évoquées, proposer et finalement créer cette œuvre. Et la réponse est non, ce n'est pas une création protégeable pour l'intelligence artificielle, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une protection pour le concepteur ou l'utilisateur. Ouais. Mais l'IA en tant que telle n'est pas reconnue comme auteur. Voilà. Et la deuxième catégorie, c'est l'intelligence artificielle qui est utilisée comme on utiliserait un pinceau ou un stylo et qui permet, qui permet au créateur de créer son œuvre. Donc on est dans l'assistance donnée par l'intelligence artificielle. Et c'est ça la grande distinction, et c'est là que se situe la frontière. En fait, c'est le traitement humain
puisque la règle de base, c'est que n'est protégeable par le droit d'auteur qu'une œuvre originale, et l'originalité induit l'empreinte de la personnalité. Et l'empreinte de la personnalité, c'est du traitement humain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez certains... mais ça, c'est aujourd'hui, ça peut très bien changer demain. Ça peut évoluer, mais... Quand même, dans la plupart des textes qui aujourd'hui émergent en lien avec l'intelligence artificielle, vous voyez qu'il y a toujours le rappel du traitement humain. Oui. Vous n'avez pas par exemple, vous n'avez pas de décision judiciaire qui puisse être prononcée 100% par traitement de l'intelligence artificielle. Vous avez donc cette obligation d'avoir le traitement humain. Puis sinon, c'est tout le droit d'auteur. Notre droit d'auteur en France repose sur cette conception humaine. Alors, je voulais quand même faire réagir Jean-Louis Fréchin, parce que quand vous créez de nouveaux concepts, de nouveaux designs, vous vous servez, j'imagine, de tous les outils à votre disposition, y compris les IA génératives. Quelles questions vous vous posez à ce moment-là de la part de création qui vient à proprement parler de votre équipe de design ou du logiciel? Alors, c'est une vraie question, et je suis très préoccupé par l'IA, non pas tellement pour moi-même, de manière très immodeste. Il y a des designers qui ont une capacité à avoir des projets ou avoir un terrain d'expression qui, je pense Étienne Mineur ou Jean-Noël Lafare, qui leur permet d'être dans une frontière et d'utiliser vraiment ces outils pour aller encore plus loin. Oui. Donc ceux-là, ils joueront avec et ils seront, j'ai envie de dire, privilégiés. Non, ce qui m'inquiète, c'est vraiment ce qu'on appelait autrefois, c'est pas du tout péjoratif, la création de labeur, c'est-à-dire les gens qui sont chargés de produire des éléments pour le quotidien, couverture de livres, photographie d'illustration, photographie de stock, etc. Ceux-là sont, à mon avis, vraiment remis en question. D'ailleurs, toutes les grandes agences de photos libres de droit sont très actifs sur ce terrain-là, parce que quelque part leur avenir est en risque. Et ce qui est très agaçant dans ces IA génératives qui font des images, et c'est le créateur de Midjourney qui le dit, c'est qu'elles ne répondent à aucun problème. Elles ne répondent à aucun problème, mais elles s'attaquent aux artistes les plus faibles. Bon, les photographes qui vont pas très bien, les illustrateurs qui sont souvent des illustratrices qui vont pas très bien. Ça peut quand même répondre à un problème économique. Non, de productivité certainement. Ouais. Non, mais économique du côté, par exemple, de la presse qui se dit, finalement, ça va me coûter moins cher d'aller travailler ma une avec. À partir du moment où on automatise la production de valeur, je pense que c'est pas le futur de la presse. Vraiment, je pense que c'est pas le futur de la presse. Je sais pas, on a vu disparaître les photographes, on avait disparaître pas mal de métiers déjà dans la presse. Alors, les photographes survivent, mais effectivement, quand Réponse Photo. Les documentalistes également. Alors les documentalistes, non, les documentalistes, c'est un travail de recherche. Non, je parle dans la presse, pour l'avoir vécu. Oui, mais... On a vu pas mal de services comme ça, au service de la productivité, je vous l'accorde. Hein. Non, mais est-ce qu'il y a une menace du même type, justement? Alors, mais clairement, mais c'est un petit peu les bienfaits du gaz sarin, c'est-à-dire que pendant quelques années, ça va être formidable, mais grosso modo, ça homogénéise la production de tout le monde. Donc la singularité, la création de valeur... et la différenciation, elle est plus là, puisque on se base sur le jeu de données de telle ou telle IA. Alors il faut être enthousiaste et en voir les opportunités. Il faut pas avoir peur de tout, mais il y a vraiment des hiérarchies dans les IA. L'autonomie, pourquoi pas. L'augmentation, pourquoi pas. Le compagnonnage, vous en parliez avec les outils, sûrement. Falsification, substitution et productivité à tout crin. Et on connaît les humains pour aller toujours là où c'est plus simple et on gagne le plus d'argent. On peut se poser des questions. Et notamment dans des pays comme le nôtre, qui ont mis l'exception culturelle et le respect du droit d'auteur à un niveau tellement exigeant que... effectivement, ça interroge. Et du côté des clients, est-ce qu'ils se posent la question aujourd'hui des créations que vous leur proposez? Alors nous, on fait beaucoup de Vous me vendez ça à tel prix? Quelle est la part? Est-ce que ça a été produit par? On travaille sur beaucoup de sujets avec de l'IA. J'aime à dire qu'on travaille sur un projet avec des technologies qui sont issues de papiers scientifiques de janvier 2002. Donc le temps entre la science et la techno est absolument compressé. Ce qu'on appelle
nerfs, c'est la modélisation du monde réel en 3D, de façon quasi automatique, en 3D vectorisée et rendue en image de synthèse. Donc ça permet de documenter le monde, le mesurer de façon plus précise que le GPS, de reproduire l'existence. C'est du jumeau numérique a posteriori. Donc on voit bien que c'est des IA qui permettent d'augmenter, de faire plus, d'être plus précis, de maintenir des équipements. Donc d'un point de vue écologique, c'est intéressant. De superviser, par exemple, les éoliennes tous les mois plutôt que tous les ans, avec des rapports qui sont décalés de 6 mois. Donc des trucs aberrants, avec des rendements qui chutent. Pareil pour les panneaux solaires, les tours télécoms, etc. Ça, c'est très français, c'est très objectif. On peut faire des choses beaucoup plus spectaculaires à l'américaine. Tout ça, c'est des opportunités. Il n'y a pas tellement de problèmes. Sur les IA génératives, on travaille à partir d'un matériau qui sont des œuvres préexistantes. Alors, dans l'histoire de l'art, ça a existé, les collages, comme Schwitters, à l'époque du Bauhaus, en musique, le sampling, qui, Gainsbourg aurait adoré l'IA, puisque Gainsbourg a toujours pris, mixé, malaxé, reproduit à partir de choses préexistantes. Mais encore une fois, Gainsbourg est à la pointe, Schwitters, qui fait des collages, sont à la pointe. Les gens qui ont travaillé sur les musiques samplées, les premiers rappeurs, toute la musique électronique des années 80-90 avec l'apparition des sampleurs ont vraiment créé des styles. Encore une fois, des vrais artistes peuvent jouer avec et faire de l'art, mais le côté, disons, productivité va certainement proposer des réponses un peu moins glorieuses sur ces jeux. Et je ne pense pas que ça soit des solutions pour la presse ou la télé ou les médias qui vont mal. C'est au contraire une partie de leur... je ne dis pas que c'est des solutions. D'ailleurs, ça ne va pas aider la presse à aller mieux. D'autant bien au contraire. On n'en a pas parlé, mais ces IA permettent bien sûr de reproduire des œuvres à l'identique à la manière d'eux, mais elles permettent également de reproduire des humains, ma voix, votre visage. Absolument. Et là, on touche à des choses d'automatisation qui sont du niveau de la falsification. Quand c'est au cinéma Hollywood, c'est très bien. Quand c'est dans un média d'information... On a vu cette fumée sur le Pentagone qui a fait chuter la bourse américaine. On est vraiment dans la falsification. Imaginons le président Macron dire quelque chose de totalement inventé par des puissances étrangères. Là, c'est un peu effrayant. Oui, c'est un des sujets qu'on a abordé la semaine dernière. On ne va pas revenir sur ce point-là précisément, mais sur la question de la protection de la création. Si on ne peut pas, avec le droit, simplement aider les créatifs à ne pas tomber dans une productivité qui les tue finalement, est-ce qu'on peut les aider à protéger leurs œuvres de réutilisation, par exemple, par les intelligences artificielles génératives ? Alors, aujourd'hui, on ne sait pas contrôler quelle est la base à l'origine qui a permis la création des œuvres protégées reste non autorisée sans l'accord de l'auteur. Le droit d'auteur, effectivement, préserve toutes ces œuvres préexistantes. Est-ce qu'aujourd'hui, on a accès Alors ensuite, à ces bases d'apprentissage. On est confronté au problème de la preuve, toujours. C'est-à-dire qu'il va falloir identifier l'œuvre qui exploite d'autres éléments. Et c'est en ce sens, justement, que travaille la Commission européenne, puisqu'il y a des textes qui vont dans ce sens. Et tout le travail est fait autour de la transparence. Savoir qu'est-ce qui est utilisé, comment c'est utilisé, pourquoi. Donc, on est sur une démarche de loyauté et de transparence. C'est la philosophie générale du texte européen qui devrait émerger. En tous les cas, il y a une mais qui fait quand même déjà polémique en France. Absolument. Mais... ce que je voulais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, c'est le contrat principalement qui organise les choses entre le site qui propose l'outil et l'utilisateur. Mais il y a, pour revenir aux notions de métier, il y a aussi le génie du concepteur. Il y a la richesse de la base de données, il y a le concepteur, il y a de nouveaux métiers qui émergent et qui peuvent justifier une protection. Donc, j'ai envie de dire que si on doit travailler sur qui est protégeable, enfin, qu'est-ce qui est protégeable et qui doit être protégé, vous avez le concepteur, vous avez l'utilisateur, et vous avez le site pour, non pas être médiateur, mais pour cadrer les choses et expliquer comment on va pouvoir utiliser l'ensemble de ces éléments. Donc, j'aime bien la notion de création augmentée,
Finalement, c'est toute la part d'augmentation. C'est aller plus loin dans la création. Et c'est vrai que tant qu'on reste dans l'assistance par l'intelligence artificielle, on reste dans un domaine où la création continue complètement à se justifier. Là où c'est plus compliqué, c'est vraiment lorsque on donne 3 mots-clés et on laisse finalement l'intelligence artificielle auto-générer la création. Et là, qui a le génie? Est-ce qu'on peut considérer que c'est le concepteur? Est-ce que c'est l'investisseur dans l'outil? Donc on revient à la notion de bien. Qui pose les mêmes questions que les questions de responsabilité, d'ailleurs. Vous vouliez réagir, Jean-Louis? Il y a deux choses compliquées. Sur la transparence, alors bien évidemment, il y a des IA dont les algorithmes sont open source, il y a des bases de données qui sont ouvertes, mais dans les IA génératives, on utilise des réseaux neuronaux dont les fonctionnements, parce que c'est des réseaux de réseaux, enfin tout ça est encapsulé les uns dans les autres, dont les fonctionnements ne sont pas explicables. Donc la transparence, on ne peut pas l'avoir. Je travaille dans cette société, je ne vais pas les nommer. Il y a une personne qui peut à peu près définir comment marche l'ensemble, mais il n'est pas exactement sûr de pourquoi on a des bons résultats ou pas. Et manque de chance. Je vois IA, Monsieur Arthur opiner du chef. Manque de chance, les IA, il y a des IA explicables, mais ce sont pas celles utilisées pour les IA génératives. Ouais. Donc c'est pas possible. Et sur la question des droits d'auteur, c'est simple quand il y a un auteur, mais quand on dit fais-moi une maison à la manière de Richard Neutra, dans un paysage qui n'est pas la Californie, mais qui ressemble à... et à la fin, on a quelque chose de totalement nouveau, une architecture fantastique, qui effectivement est dans l'esprit de cet architecte autrichien réfugié en Californie, qui est totalement original, mais qui spolie complètement Alors, on peut faire pareil avec Picasso, avec Braque, on peut dire rencontre de Klimt et de Picasso, et inventer des œuvres qui n'existent pas, mais qui sont des fusions, et qui, quelque part... et de manière littérale, sur beaucoup de requêtes, dans les premières versions, en tout cas, de ces outils-là, on avait parfois... les noms des agences photo originelles qui étaient en traces un peu éphémères dans l'image. Donc on voit bien que la question des bases de données est centrale. Mais je pense qu'on ne trouvera pas de solution. Juste un mot, parce qu'on arrive à la fin du débat. On ne trouvera pas de solution parfaite. Mais aujourd'hui, notamment avec la blockchain dont vous allez parler, on peut plus facilement identifier les auteurs, les titulaires de droits. Enfin, il y a des outils qui peuvent aussi favoriser l'identification de manière à ce que les reproductions, même partielles, puissent être identifiées, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, comme toujours, ça ne résoudra pas tout, mais dire par exemple, je veux une création à la Rembrandt, permettra plus facilement d'identifier le style plutôt que d'imaginer une création ab initio d'un nouveau style qui pourrait davantage justifier finalement un droit d'auteur. Mais le sujet est passionnant, enfin l'époque est fascinante. Et 20 minutes n'y suffisent pas. Jean-Louis Fréchin, merci beaucoup, fondateur de nodesign.net, Christiane Ferrachou, l'avocate associée fondatrice du cabinet Ferral, et Grégoire Thomas qui a suivi la conversation avec attention de Monsieur Arthur. Deuxième partie de Smart Tech, vous nous rejoignez pour la chronique de Tariq Krim, fondateur de codesouverain.fr. Bonjour Tariq, merci de nous avoir rejoints. Mes spécialistes du recrutement des applications de tourisme sont restés avec moi. Aujourd'hui, tu voulais partager dans Smart Tech ta réflexion sur la manière dont l'IA et les chats GPT modifient notre rapport à l'informatique. Oui, en fait, la question que je me pose plus simplement, c'est est-ce que le monde dans lequel on vit n'est pas qu'une parenthèse de liberté dans un monde où, on se rappelle le contexte, dans les années 60, les ordinateurs, c'était des mainframes, donc nous n'avions pas accès, on était des fiches perforées, on était totalement décorrélés, et en fait, l'informatique personnelle démarre notamment avec Doug Engelbart qui invente la souris, les liens hypertextes, et puis la formalisation de tout ça qui va être le Lisa puis le Macintosh, Windows.
Et pendant 50 ans, en fait, on a vécu un monde où on avait accès à nos données, on pouvait faire des choses. L'ordinateur est un outil de productivité. Steve Jobs disait cette phrase magnifique, l'ordinateur est un vélo pour l'esprit, donc il nous permet de faire beaucoup plus de choses. Oui, c'est joli. Oui. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement, avec l'arrivée des nouveaux chatbots, est-ce qu'on ne revient pas dans un paradigme où, d'une certaine manière, l'intelligence artificielle nous désapproprie le contenu et on revient dans un monde où, en fait, on est juste un pion dans un système qu'on ne contrôle pas, une boîte noire? C'est une vraie question, parce qu'aujourd'hui, il y a deux visions qui se disputent. La première, c'est la vision d'OpenAI, c'est un deuxième cerveau en location. Alors, on ne sait pas encore combien ça va coûter, on ne sait pas vraiment ce que ça va nous donner comme avantage. Et une autre vision qui commence à se construire en parallèle de ça, qui est de construire des IA personnelles. Donc, à un moment donné, il faudra trancher de toute façon, est-ce que l'IA, ça fait tout et mal, ou est-ce que ça va nous servir à formaliser des points de réflexion, à traduire, à résumer ou à étendre? C'est finalement la même opération. Et donc, avoir ces pouvoirs dans son téléphone et donc construire des modèles portables, personnels, comparativement à des... Ça fait la différence, ça, de passer justement de l'ordinateur au smartphone? Oui, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que Facebook a donné le là avec ses nouveaux modèles Llama ou Alpaca, la version gratuite de Stanford. C'est qu'en fait, maintenant, au lieu de faire des très, très gros modèles qui coûtent extrêmement cher, donc il n'y aura pas de GPT-5, Sam Altman l'a dit, on va travailler à faire des modèles plus performants et donc possiblement des modèles plus petits. Et donc, la question qui est la question essentielle en informatique, c'est est-ce que c'est un outil pour émanciper l'utilisateur ou est-ce que c'est un outil qui va prendre le contrôle de l'utilisateur, le mettre en autopilote? Et là, en fait, c'est toute la question qui se pose. Et à mon avis, sur la question de l'IA, il va falloir regarder toutes les annonces à travers ce filtre plutôt que telle boîte a levé d'argent, telle boîte fait ci, telle boîte... En fait, c'est vraiment le sujet. Est-ce qu'on a le contrôle d'une partie de l'esprit des utilisateurs ou est-ce qu'on redonne aux utilisateurs plus de pouvoir et donc plus d'outils pour accéder à tout ça? Et il te semble que aujourd'hui, le fait que ce soit disponible pour tout le monde, cet outil ChatGPT que tout le monde peut expérimenter, qu'on puisse l'avoir sur son smartphone très simplement, c'est pas un pouvoir supplémentaire? Tout dépend, parce qu'aujourd'hui, quand on a son ordinateur personnel, imaginons un monde où on ne peut pas écrire de documents, on ne peut pas écouter de musique, on a un service qui le fait à notre place. Bon, on pourrait dire que le cloud est un peu arrivé dans cette direction. Oui. Mais on a encore le contrôle. La véritable question, c'est finalement le véritable intérêt d'une intelligence artificielle ou d'un chatbot, c'est de se dire qu'elle a du contexte, elle nous connaît, elle apprend. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'écrire des textes à la manière de Mark Twain, par exemple, mais d'écrire des textes ou résumer mes textes, mes documents, les améliorer, faire des recherches en parallèle. C'était l'idée de ce qu'on appelait les agents intelligents autonomes. Oui. Donc, se dire qu'on a une IA qui, en permanence, quand on a fermé son téléphone, va chercher des données, analyse des choses. Pour nous, pour l'instant, tout ce que fait ChatGPT, c'est améliorer une base de données qui appartient à OpenAI. Comme on le disait, OpenAI n'est pas très ouvert, c'est plutôt opaque AI pour l'instant. Donc, et pour toi, c'est un retour vers le passé? Oui, on revient fondamentalement au modèle du mainframe, ce qui était un peu ce que le cloud nous avait un peu habitué à ça. Google avait commencé à revenir vers ce domaine. Donc, la question, c'est est-ce qu'on amplifie cette direction? Est-ce qu'on reste dans un espace de liberté? C'est là où, à mon avis, les attaques des gouvernements, enfin en tout cas de l'Italie et j'espère de la France, vont être intéressantes parce que ça va obliger ces acteurs à comprendre qu'il y a aussi des risques juridiques à opérer le savoir et l'intellect des gens à distance. Merci beaucoup, Tariq Krim, de partager tes réflexions avec nous dans Smart Tech. À suivre notre chronique Où va le web? C'est le moment de notre dernière séquence. On regarde Où va le web? Et là, on va s'intéresser à la blockchain, comment la blockchain peut nous aider à travailler contre les fake news. La blockchain, un remède anti-fake news. Se servir de cette technologie pour lutter contre les intox, c'est l'idée de Jérôme Lacombe, fondateur de WisTrust. Journalistes, analystes, investisseurs reçoivent tous les jours des communiqués de presse, des résultats d'entreprise par exemple. La start-up a alors mis au point une sorte de label de confiance qui certifie l'authenticité de ses contenus et le tout en quelques clics. Du côté de ceux qui reçoivent les communiqués, eh bien on s'assure que les informations financières qu'on recueille sont vraies.
Et du côté des entreprises, on se prémunit des hacks et on empêche les fausses informations de circuler sur notre société, parce que les fausses informations qui circulent, eh bien, ça peut coûter très cher. Elles peuvent carrément faire chuter un cours de bourse. En 2016, par exemple, la valeur de Vinci encaisse une baisse de 20%. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Bloomberg avait repris une fausse info sur les performances de l'entreprise. Malheureusement, ces dernières années, la diffusion de faux communiqués de presse se multiplie et la vérification humaine, eh bien, ne suffit plus. Les entreprises l'ont bien compris d'ailleurs, puisque Wiz Trust compte déjà une 50aine de gros clients, parmi eux BPCE, Crédit Agricole ou encore Amundi. Et donc, ça fait très bien le lien avec la conversation que l'on avait avant, Christiane Ferrachoul, qui nous parlait de la blockchain pour tracer l'origine des œuvres, Jean-Louis Fréchin. Sur l'IA et la façon dont sont constituées ces bases de données et dont la manière les IA les utilisent, j'ai quelques doutes, ça me paraît compliqué, surtout que les blockchains nécessitent une énergie considérable. Donc, les IA également. Alors, ils travaillent à des modes d'exploitation qui soient plus économes en énergie. Bon, ça me paraît compliqué en l'état. Il faut vraiment creuser la question de constitution de ces bases de données. Le Japon vient les autoriser pour la recherche. Les États-Unis les autorisent mais ne reconnaissent pas la paternité des œuvres produites avec. Donc on voit qu'on avance. L'Europe prépare son grand plan. Sur ce qu'on vient de voir, sur le tiers de confiance automatisé, sécurisé, ça me semble vraiment important pour la stabilité des cours de bourse, mais aussi pour une certaine véracité de l'information qui devient un élément de guerre des opinions. Et le monde a changé, et le monde a changé près de chez nous en Europe, donc on en mesure l'importance. Merci beaucoup. C'était Jean-Louis Fréchin, le fondateur de nodesign.net, qui était avec nous dans Smart Tech pour aborder toutes ces questions que posent les IA génératives autour de la création et aussi toutes ces questions juridiques. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre très fidèlement sur la chaîne Bismart et également en podcast. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions autour du numérique et de la tech.